La nuit était glaciale à Paris. La neige tombait doucement, recouvrant le jardin des Tuileries d'un silence presque magique. Les réverbères clignotaient, leur lumière dorée dansant sur les branches couvertes de givre. Les bancs et les poubelles semblaient entourés d'une aura douce sous la neige. Tout était calme, sauf quand un coup de vent faisait trembler les balançoires vides ou éparpillait les feuilles gelées sur le chemin. Claire était assise sur un banc près d'un sentier. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, son manteau trop fin pour la protéger du froid. Son écharpe était perdue, peut-être oubliée dans un taxi ou une salle de réunion. Elle n'avait pas prévu de marcher aussi longtemps. Elle n'avait rien prévu de tout ça. Son téléphone et son portefeuille avaient disparu, égarés quelque part entre une réunion où elle avait défendu l'idée que la gentillesse pouvait être utile pour les affaires et le trottoir où aucun taxi n'était venu. Elle se sentait perdue, comme si tout lui échappait. Ses joues brûlèrent de fièvre, sa respiration était rapide et courte. Ses yeux voyaient flou, le monde semblait loin, comme à travers une vitre épaisse. Paris continuait de briller autour d'elle, mais personne ne faisait attention à elle. Les doigts de Claire tremblaient sur ses genoux. Elle s'appuya contre le banc, sa vision vacillante. Elle sentit quelque chose couler de son nez, sans savoir si c'était une larme ou du sang. La neige tombait plus fort, collant à ses cils. À quelques pas, Jacques marchait lentement sur le chemin, portant son fils Élie contre son épaule. Élie, 6 ans, bâillait, sa casquette trop grande glissant sur ses yeux, son manteau trop petit pour lui. Mais il ne se plaignait jamais. Il faisait souvent ça, marcher dans les rues, chercher un endroit sûr pour dormir. Jacques voulait retourner dans un vieil entrepôt près de la Seine. C'était sec, calme, assez sûr pour une nuit de plus. Mais en passant, il vit Claire, recroquevillée sur le banc. Elle semblait jeune, peut-être 30 ans, fragile, comme si elle voulait disparaître. Ses bottes étaient trempées, ses mains pâles tremblaient contre son manteau. Ses yeux fixaient le vide. Jacques s'arrêta. Élie le regarda, endormi. « Papa » dit-il. Jacques ne répondit pas tout de suite. Il observe Claire. Elle n'avait pas l'air de faire semblant. Elle n'allait vraiment pas bien. « Reste là » murmura-t-il à Élie, l'asseyant sur un coin de banc, à l'abri de la neige. Jacques s'approcha de Claire. « Mademoiselle » dit-il. Pas de réponse. Il s'accroupit, toucha son épaule doucement. Elle sursauta à peine, sans le regarder. « Mademoiselle, ça va ?» demanda-t-il. Toujours rien. Elle était brûlante, même à travers son manteau. Ses lèvres devenaient en bleu. Jacques regarda Élie, qui l'observait avec de grands yeux fatigués. « On peut partager, hein ?» dit-il doucement. Élie hocha la tête. Sans un mot, Jacques enleva son manteau, le seul qu'il possédait, et le posa sur Claire. Puis il sortit une vieille couverture usée du sac à dos d'Élie. Elle sentait la fumée, mais elle était chaude. Il l'enroula autour des épaules de Claire, repoussant la neige de ses cheveux. « Elle est malade » dit Élie tout bas. Jacques acquiesça. « Oui » répondit-il. Les yeux de Claire s'ouvrirent à peine, juste assez pour voir un homme flou s'agenouiller devant elle, l'envelopper d'une couverture. Puis, elle s'évanouit, son corps devenant mou. Jacques recula, regardant autour de lui. Pas de taxi, pas de passants, juste la neige et le silence. Il sortit son vieux téléphone, qui fonctionnait à peine, et appela les secours. « On a besoin d'aide » dit-il. « Une femme. Elle gèle. Elle a de la fièvre. S'il vous plaît. » En attendant, il ajusta la couverture. Élie grimpa sur ses genoux, tremblant dans le vent. Jacques murmura à son fils. « On peut supporter le froid, mais pas elle. » Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas d'où elle venait ni ce qu'elle avait perdu. Il ignorait que l'entrepôt où il dormait appartenait à Claire. Mais ça n'avait pas d'importance. Pour l'instant, elle était juste quelqu'un à aider, et Jacques savait ce que c'était d'être invisible. Quand Claire se réveilla, tout était calme. Plus de vent, plus de neige, plus de douleur dans ses os. Juste de la chaleur, une lumière douce et un bip lointain. Elle ouvrit les yeux sur un plafond blanc, trop lumineux. Elle était à l'hôpital. Son corps était lourd, mais pas douloureux. Sa bouche était sèche, ses membres picotaient encore à cause du froid. En essayant de s'asseoir, elle laissa échapper un petit cri. Une infirmière apparut, gentille, ajustant ses oreillers. « Vous êtes en sécurité » dit-elle doucement. « Ne bougez pas trop vite. Vous avez eu une grosse fièvre et un peu d'hypothermie. » Claire,
La gorge sèche? Demanda. Comment? L'infirmière répondit. Un homme vous a trouvé évanoui dans le parc. Il vous a amené ici, et resté jusqu'à ce que vous alliez mieux, puis il est parti. Sans laisser son nom. Juste ça. Elle tendit à Claire un bout de papier froissé, un peu humide. L'écriture était brouillonne. Vérifiez vos freins. Reposez-vous. Claire fixa les mots longtemps. Elle connaissait cette écriture, pas d'un souvenir clair, mais de ce moment flou avant de perdre connaissance. Le manteau, la couverture, une main chaude repoussant la neige. Vous avez des caméras. Un nom? Demanda-t-elle, la voix faible. L'infirmière secoua la tête. Désolé. Il n'est pas entré par l'entrée principale. Il vous a laissé près d'une porte latérale et a disparu. Claire s'appuya contre l'oreiller, son esprit tournoyant. Elle n'avait ni nom ni visage, juste ce papier, et le sentiment qu'on lui avait sauvé la vie. Les heures passèrent. Les médecins vérifièrent ses signes vitaux, les infirmières posèrent des questions sur ses allergies. Mais dans sa tête, elle était encore dans le parc, avec la neige, ses mains, cette voix. Quand elle sortit de l'hôpital, avec des antibiotiques et l'ordre de se reposer, Claire remit un manteau prêté par l'hôpital. Mais elle ne pouvait pas oublier cet homme. Il aurait pu l'ignorer, comme tout le monde cette nuit-là. Au lieu de ça, il lui avait donné de la chaleur. Il était resté pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Il n'avait rien à gagner, aucune raison d'aider. Et ça la hantait. Le lendemain, Claire appela son assistante pour demander si son téléphone ou son portefeuille avait été retrouvé. Non. Mais elle continuait de penser à cet homme. Au travail, elle était distraite, regardant par la fenêtre, cherchant un visage qu'elle connaissait à peine. Elle avait du pouvoir, des ressources, mais aucune idée de comment le retrouver. Quelques soirs plus tard, elle retourna au jardin des Tuileries, sur le même banc, le même chemin. Aucun signe de lui. Elle s'assit, tenant le bout de papier, relisant les mots. Vérifiez vos freins, reposez-vous. Il n'avait pas vraiment de sens, mais il comptait pour elle. Elle commença à poser des questions discrètement. Elle alla à une banque alimentaire près d'un vieil entrepôt que son entreprise avait acheté pour un projet. Elle demanda si quelqu'un avait vu un homme avec un petit garçon, peut-être sans abri. Elle décrivit sa voix, sa gentillesse. Personne ne le connaissait. Elle visita aussi l'entrepôt, un bâtiment abandonné avec des briques fissurées et des fenêtres sales. Quelque chose lui disait qu'il était passé par là. Claire s'arrêta devant l'entrée, touchant la poignée rouillée. Elle ne savait pas qui il était, mais elle savait ce qu'il lui avait fait ressentir. Vue, protégée, humaine, dans un monde qui jugeait les gens sur leur argent ou leur statut. Cet inconnu avait vu une femme dans la neige et avait décidé qu'elle comptait. Elle remit le papier dans sa poche et murmura « Merci ». L'entrepôt se trouvait dans un coin oublié de Paris, près de la Seine. Ses briques rouges étaient usées par le temps. Claire l'avait acheté pour en faire un centre communautaire, un projet qu'elle avait défendu avant de tomber malade. Mais le bâtiment n'avait pas attendu les permis, il était déjà un refuge. Jacques l'avait découvert des mois plus tôt, caché derrière des grilles rouillées. Une entrée menait à un sous-sol sec, sans chauffage, mais avec 4 murs solides. Pour Jacques et Élie, c'était assez. Jacques avait posé du carton par terre, empilé des caisses pour ranger leurs affaires. Une lampe de camping éclairait la nuit. Ils avaient un peu. Une brosse à dents, un carnet de dessin d'Élie, une couverture rapiécée. Jacques gardait tout propre, balayait chaque jour, faisait bouillir de l'eau sur un petit réchaud. Il voulait qu'Élie se sente normale, même ici. Il lui disait que c'était temporaire, qu'ils étaient en sécurité. Et pendant un temps, c'était vrai. Mais les emplois se faisaient rares. Son dernier travail dans un garage s'était arrêté. Pas d'adresse, pas de papier, pas de salaire. Puis Élie tomba malade, une toux, puis une fièvre. Jacques toucha son front un matin. Il brûlait. Il rationna leur nourriture, sauta ses repas pour donner à Élie. Mais à la pharmacie, son argent ne suffisait pas pour des médicaments. Il repartit les mains vides. Dans le sous-sol, Élie, enroulée dans la couverture, murmura « Papa, raconte encore l'histoire ». Jacques s'agenouilla. « Laquelle » demanda-t-il. « Celle où la nuit trouve un endroit chaud », répondit Élie. Jacques ferma les yeux et commença à parler. Pendant ce temps, dans son bureau,
Claire regardait les plans de l'entrepôt. Quelque chose la troublait. Elle n'y était pas retournée depuis son rétablissement, mais elle sentait qu'elle devait y aller. Cet après-midi-là, elle s'y rendit seule. L'extérieur était comme dans ses souvenirs. Silencieux, délabré. Mais près de la porte latérale, elle vit des traces de pas dans la poussière, toutes récentes, petites. Elle entra le code du cadenas et ouvrit la porte. Une odeur de fumée et de tissu flottait. Elle descendit prudemment au sous-sol et s'arrêta net. Il y avait des caisses bien rangées, un matelas, une couverture pliée, un bol propre. Et dans un coin, sous la lumière faible d'une lampe, un homme était accroupi près d'un enfant. Le garçon, enroulé dans une couverture, avait le visage rouge de fièvre. L'homme leva les yeux, surpris, se plaçant devant l'enfant. Claire recula, choquée. Puis leurs regards se croisèrent. C'était lui. Le manteau, la gentillesse. L'homme du parc. Ils se fixèrent un long moment. « C'est vous », murmura Claire, incrédule. Jacques ne répondit pas, méfiant. Claire regarda l'enfant. « Votre fils ?» demanda-t-elle. Jacques hocha la tête. « Il est malade », dit-elle doucement. « Oui », répondit-il. Sans hésiter, elle déclara. « Je vous emmène à l'hôpital. » Jacques voulut protester, mais son regard l'arrêta. « Je vous dois ça », dit-elle simplement. Il ne discuta pas. Il prit Élie dans ses bras, le garçon remuant à peine. Claire les guida dehors, dans la lumière. En franchissant la porte, Jacques s'arrêta. « Cet endroit, il est à vous ?» demanda-t-il. Claire regarda la porte. « Oui », répondit-elle. Il baissa les yeux, honteux. On ne voulait pas squatter. On n'avait nulle part où aller, expliqua-t-il. Elle l'interrompit. « Vous m'avez donné votre seule couverture. Restez aussi longtemps que vous voulez. » Et ils disparurent dans la neige, cette fois. Pas comme des étrangers. À l'hôpital, les lumières fluorescentes rendaient tout plus réel. Jacques était assis sur un banc dur près des portes du triage, les mains serrées, les yeux fixés sur les rideaux cachant Élie. Claire était à côté, silencieuse, son manteau sur les genoux. 20 minutes plus tôt, ils étaient encore étrangers. Elle était entrée dans son propre bâtiment. Lui était accroupi près de son fils fiévreux, essayant de le soulager avec un chiffon humide. Quand elle avait vu Élie, elle s'était agenouillée, avait touché son front, puis les avait conduits à sa voiture. Dans le couloir, ils ne parlaient pas. Le moment était trop intense. Enfin, une infirmière sortit. La fièvre baisse. Peut-être la grippe, un peu de pneumonie. On a commencé les antibiotiques. Vous l'avez amené juste à temps, dit-elle. Jacques s'effondra de soulagement, se couvrant le visage. Merci, murmura-t-il. Claire hocha la tête. Ils restèrent silencieux, jusqu'à ce qu'Élie soit transférée dans une chambre. Claire paya les frais sans hésiter, ignorant les protestations de Jacques. Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle. Ce n'est rien. Elle n'expliqua pas encore. Quand ils quittèrent l'hôpital, il était minuit passé. La neige s'était arrêtée. Claire aida Jacques à installer Élie dans sa voiture, le garçon endormi dans une couverture propre. Elle conduisit jusqu'à l'entrepôt, ses phares éclairant les briques fissurées. Elle coupa le moteur, laissant le silence s'installer. Jacques se tourna vers elle. « Je ne savais pas que cet endroit était à vous. On ne voulait pas voler. Juste un abri pour un peu, dit-il. » Claire le regarda. « C'est très fatigué mais honnête. »« Je sais, » répondit-elle. « Vous l'avez mieux entretenu que mes locataires. » Jacques rit doucement, mais s'arrêta vite. Il sortit un papier plié de sa poche et le lui tendit. C'était la note. « Vérifiez vos freins. Reposez-vous. » Claire cligna des yeux. « Je ne pensais pas vous revoir, » dit-elle doucement. « Je ne pensais pas que vous vous souviendriez, » ajouta-t-elle. Jacques détourna le regard, puis la fixa. « Pas au début. Mais sous les lumières de l'hôpital, j'ai compris, » expliqua-t-il. Claire s'appuya contre son siège, soupirant. « Alors, » dit Jacques pour détendre l'atmosphère. « Vous êtes la propriétaire. »« On dirait, » répondit-elle. Il marqua une pause. « Et vous, la fille sur le banc » ajouta-t-il. Elle hocha la tête. Ils restèrent silencieux un moment. « Vous n'avez jamais demandé d'aide, » dit-il. « Je n'en avais pas besoin. »« Vous l'avez donné quand même, » répondit-elle.
Il la regarda, sérieux. Je n'avais rien à offrir, confia-t-il. Claire le fixa. Vous avez donné votre seule couverture, répliqua-t-elle. Ellie soupira dans son sommeil à l'arrière. Claire ouvrit sa portière. Vous ne retournez pas dans ce sous-sol. Vous venez chez moi, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve une solution, annonça-t-elle. Jacques voulut protester, mais son regard l'arrêta. Ce n'était pas de la pitié, mais de la gratitude et du respect. Il hocha la tête. D'accord, accepta-t-il. Claire regarda l'entrepôt, puis lui. Ce bâtiment était vide. Vous en avez fait quelque chose de mieux que moi, dit-elle. Jacques murmura. Vous nous avez sauvés ce soir. Elle sourit légèrement. Vous avez commencé. Et ils partirent, laissant derrière eux le lieu qui avait abrité leur silence, vers quelque chose de nouveau. Le bruit d'un marteau résonnait dans le couloir de l'entrepôt, régulier et sûr. Jacques travaillait près de l'entrée, installant un nouveau cadre de porte, les manches relevées, de la sueur dans les cheveux. Ellie était assis sur une caisse, des crayons éparpillés autour de lui, dessinant un mur avec des arbres, un soleil jaune et une maison bleue. Claire les observait, pour la première fois depuis des semaines, respirant facilement. Ce matin-là, autour d'un café et de toast, elle avait fait une proposition. « Vous pouvez rester », avait-elle dit. « Aidez-moi à réparer cet endroit, à en faire plus qu'un bâtiment. » Jacques avait hésité. « Vous n'êtes pas obligé », avait-il répondu. « Je sais », avait-elle dit. « Mais je veux. » Et maintenant, ils étaient là. Jacques réparait des marches, changeait des câbles. Claire gérait les permis et les fournitures. Ellie peignait avec l'énergie d'un enfant qui avait enfin un mur à lui. Le soir, ils s'asseyaient autour d'une table pliante, sous une ampoule, partageant un repas et des mots calmes. C'était devenu une habitude, comme enlever la neige de leurs bottes. Personne ne parlait du passé. Claire ne demandait pas comment Jacques et Ellie avaient vécu dans des refuges. Jacques ne demandait pas pourquoi Claire, toujours en mouvement, s'était retrouvée seule dans un parc. Mais une nuit, autour d'un ragoût et de pain, le silence s'ouvrit. Claire, tenant sa tasse, murmura. « Mes parents sont morts quand j'avais 21 ans. Un accident de voiture. J'ai repris leur entreprise, sans vraiment comprendre. » Jacques l'écouta sans parler. « Depuis, je cours. Réunion, avion, tableau. Toujours en mouvement, jamais arrivé, continua-t-elle. Elle sourit, fatiguée. Cet endroit est le premier qui ne me demande rien. Jacques fixa ses mains, puis dit. Vous avez construit quelque chose de bien ici. Claire secoua la tête. Non, c'est vous et Ellie, corrigea-t-elle. Ellie, à moitié endormie, marmonna quelque chose sur la peinture. Jacques rit. Le silence revint, mais il était plein, pas vide. Un article parut dans le journal local, page 4, mais il se répandit vite en ligne. Une femme transforme un entrepôt abandonné en centre communautaire avec un père anciennement sans abri, disait-il. La photo montrait Claire devant l'entrepôt, renommé L'Havre. À côté, Jacques, bras croisés, sérieux. Devant, Ellie souriait, de la peinture sur son t-shirt. L'article parlait de leur projet, un espace gratuit pour des cours, des formations, des repas. Il mentionnait que l'entreprise de Claire avait financé le début, et qu'elle avait changé ses priorités pour des projets humains. Mais tout le monde n'était pas content. Lundi matin, Claire reçut des messages inquiets. Son conseil d'administration la convoqua. Dans une grande salle, face à 7 personnes, elle se tint droite, son chemisier sentant encore la sueur. « Vous utilisez l'argent de l'entreprise pour un projet personnel », dit l'un, montrant l'article. « Tout a été déclaré », répondit-elle calmement. « Et nommé un homme sans expérience comme codirecteur. »« Et votre relation avec lui », ajouta un autre. Claire serra les poings. « Ça n'a rien à voir », rétorqua-t-elle. Un autre parla. « Claire, ce n'est pas le projet. C'est l'image. Les investisseurs veulent de la stabilité. » Elle fixa la table, voyant son reflet. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. Le chef du conseil répondit. « Prenez un congé. Laissez-nous gérer. » Claire laissa le silence planer, puis dit. « Je vois. » Elle rangea l'article dans son dossier. « Je démissionne. » Pas pour me recentrer. Pour un garçon de 6 ans qui m'a donné un dessin quand il n'avait rien. Et son père, qui m'a donné un manteau dans une tempête sans connaître mon nom. Ils m'ont fait confiance quand j'avais tout perdu. Je l'ai choisi. Personne ne discuta. Elle partit, ses talons résonnant dans le couloir. Dehors, le ciel était gris. Claire retourna à l'Havre. Ellie dessinait sur un tableau,
Jacques réparait un tuyau. « Tu es en avance, dit-il. »« J'ai quitté mon travail, répondit-elle. Élie leva les yeux. « T'es viré, demanda-t-il. Claire rit. « Un peu. » Jacques fronça les sourcils. « Désolé, dit-il. Ne le sois pas. »« Je ne le suis pas, répondit-elle. Elle ouvrit un tiroir, y plaça l'article. « Le monde a vu, et ils n'ont pas aimé, » expliqua-t-elle. Jacques la regarda. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « J'ai choisi ça. »« Nous. » Il sourit. « T'es pas doué en affaires ?» plaisanta-t-il. Elle rit. « Peut-être, mais je m'améliore en humanité. » L'ouverture de l'Havre attira beaucoup de monde, pas à cause de ballons ou de caméras, mais parce que les gens parlaient d'un endroit différent. Il y avait des repas chauds, un lieu pour se réchauffer, des cours gratuits, de l'aide pour trouver un travail. Jacques gérait les réparations et les livraisons. Claire organisait les bénévoles et les horaires. Ils travaillaient ensemble, sans parler de ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Ils étaient juste Claire, Jacques et Élie. Ils vivaient dans des petits appartements au-dessus du centre, partageant souvent les dîners. Élie passait d'un côté à l'autre comme un pont. Les bénévoles voyèrent la façon dont Claire posait la main sur l'épaule de Jacques, ou comment Jacques se plaçait devant elle si quelqu'un haussait le ton. Mais personne ne posait de questions. Leur lien était fort, comme de l'acier sous du bois usé. Une nuit, alors que la neige tombait doucement, Claire était dans un coin lecture, Élie endormie à côté d'elle. Jacques réparait une lampe. Une fille jouait de la guitare près de la fenêtre. Claire ouvrit un livre, puis s'arrêta. « Maman !» murmura Élie, à moitié endormie, se blottissant contre elle. Le mot la figea. Ce n'était pas une erreur. C'était de la confiance. Des larmes coulèrent. Mais elle sourit. Jacques s'approcha, posa sa main sur la sienne, sans parler. Son geste disait tout. Que c'était réel, qu'elle pouvait l'accepter. L'Havre était calme, mais vivant. De la musique flottait. Des bénévoles accrochèrent des lanternes. Claire regardait un mur de photos, appelé « Moment de grâce ». Il montrait la transformation de l'entrepôt. Les débuts, les peintures d'Élie, les rires. Mais la dernière photo était spéciale. Un banc dans le parc, sous la neige, avec une vieille couverture posée dessus. Claire l'avait prise des mois plus tard, revenue au parc sans savoir pourquoi. À côté, une plaque disait « Il a donné le peu qu'il avait et m'a donné une raison de rester ». Les gens s'arrêtèrent devant cette photo, certains pleurèrent doucement. Jacques s'approcha, tenant un paquet enveloppé. « Pour toi », dit-il. Claire l'ouvrit. Un cadre en bois, imparfait, magnifique. Dedans, sous du verre, la note. « Vérifiez vos freins. Reposez-vous. » Claire retint son souffle. « Tu l'as gardé ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « J'en ai fait une copie. Je me suis dit que tu voudrais t'en souvenir, » répondit-il. Elle murmura. « Je n'ai jamais oublié. » Élie cria. « Il commence le diaporama. » Claire prit la main de Jacques. Ils s'assirent de chaque côté d'Élie, devant un écran. Les photos défilaient. Des enfants peignant, un bénévole serrant un vieil homme dans ses bras, un adolescent lisant un poème. Chaque image parlait de gentillesse. Et au milieu, sous une lumière douce, un garçon posa sa tête sur l'épaule de la femme qui s'était effondrée dans la neige. De l'autre côté, l'homme qui s'était agenouillé près d'elle sans demander son nom. Il n'avait ni titre, ni alliance, ni lien de sang. Mais tous dans la salle savaient. Ils étaient une famille. Tout avait commencé par une nuit froide et une vieille couverture. Cette histoire montre qu'un petit geste, comme donner une couverture, peut changer une vie. Parfois l'amour arrive sans grands mots, juste avec une main tendue. Et la famille qu'on trouve est parfois plus forte que celle où l'on est.